Je m'appelle Marcus Elry et je me souviens de tout du moment où je me suis effondré. Pas du drame. Pas de chute vertigineuse ni de respiration haletante. Pas de trébuchement au ralenti comme dans les films. C'était le silence. Trop silencieux. J'étais assis sur ma chaise de bureau, entouré de feuilles de calcul et de contrats, lorsque la douleur s'est intensifiée dans mon abdomen et s'est propagée comme une traînée de poudre. Une douleur aiguë et cruelle, puis des nausées, puis des sueurs froides. J'ai essayé de me lever. Mes jambes ont lâché. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai appelé Delila. Elle n'a pas répondu. J'ai rappelé, directement sur la messagerie. Puis j'ai essayé Jadon, notre fils de 18 ans, fraîchement indépendant et habituellement rivé à son téléphone. Pas de réponse. Puis Célia, notre fille de 22 ans, rentrée de l'université pour le gala. Rien. Je fixais l'écran, incrédule. C'étaient mes proches, ma famille, ceux pour qui je payais les frais de scolarité, ceux pour qui je restais tard, pour qui je faisais des heures supplémentaires. Ceux pour qui j'avais fait passer les choses avant moi plus de fois que je ne pouvais les compter. Où étaient-ils? Quand j'ai appelé les secours, j'arrivais à peine à parler. Le répartiteur n'arrêtait pas de poser des questions auxquelles je ne pouvais répondre. Ma respiration était saccadée. Tout tournait. La douleur me rongeait les entrailles comme une lame. Et pourtant, une part absurde de moi croyait que quelqu'un allait franchir la porte, qu'on me surprendrait, que Delila allait débarquer, me gronder de ne pas avoir pris mes antitacets, m'aider à monter à la voiture, que Célia ferait une blague sarcastique et me tiendrait la main, que Jadon porterait mon sac aux urgences, mais personne n'est venu. Quand les ambulanciers sont arrivés, j'étais allongé par terre, le visage froid contre le parquet, les doigts collants à cause de ce que j'avais renversé en essayant de ramper jusqu'à la porte. L'un des ambulanciers a demandé, « Monsieur, vous m'entendez ?» J'ai cligné des yeux, et essayé d'acquiescer. Tout le reste s'est estompé. Le souvenir suivant, c'est de m'être réveillé sous des lumières aveuglantes et un goût de métal dans la bouche. Tube, fils, machine bipant à un rythme irrégulier. Un médecin penché sur moi, calme mais ferme. Vous avez eu de la chance, dit-il. Vous avez perdu beaucoup de sang, un ulcère rompu, une hémorragie interne. Vous avez eu un arrêt cardiaque pendant presque une minute avant qu'on ne rétablisse votre pouls. Une infirmière derrière lui hocha la tête. Son badge, dit Rowan. Elle avait un regard bienveillant, trop bienveillant. C'est alors que je posai la question. Celle qui me brûlait plus que la douleur au ventre. Ma femme a-t-elle appelé? Rowan hésita. Ce silence dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. On a essayé d'appeler vos contacts d'urgence, dit-elle. Plusieurs fois, laissé des messages vocaux, envoyé des SMS, personne ne répondit. J'ai avalé ou essayé. J'avais la gorge serrée. Même pas ma femme. J'ai craché. Rowan jeta un coup d'œil à l'écran, puis à moi. Elle m'envoya un SMS des heures plus tard, vous avez tendance à dramatiser, vous avez suggéré qu'on vous prescrive des analgésiques, et attendit. J'aurais dû être furieux. J'aurais dû crier, arracher le 4 et exiger des réponses. Mais je n'ai fait que rire, un rire sec et amer qui m'a fait mal à la poitrine. L'infirmière m'a lancé un regard compatissant. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement, comme si c'était un enterrement. C'en était peut-être un. Je suis resté allongé là, à fixer le plafond, me sentant plus petite que je ne l'avais été depuis des années. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Les fondations se sont fissurées et le poids des années que j'ignorais avoir portées s'est effondré sur moi. Je n'étais pas seulement blessé. Je n'étais pas seulement malade. J'étais jetable. Plus tard, alors que l'effet de la morphine se dissipait, j'ai repensé à toutes les fois où j'avais ravalé la douleur. Les migraines que j'avais surmontées pour finir le travail. Les spasmes du dos que j'avais ignorés pour tondre la pelouse. Les brûlures d'estomac qui s'accumulaient au fil des mois pendant que je me tenais aux collectes de fonds auxquelles Delila voulait assister. Et à chaque fois, on me disait que j'exagérais, que j'étais dans le besoin. Mais je n'avais jamais demandé grand-chose. J'ai donné. Et la seule fois où j'avais eu besoin de quelque chose en retour. Je me vidais de mon sang sur le sol de mon bureau tandis qu'elle riait en robe à paillettes sous des guirlandes lumineuses. Lorsqu'elles m'ont emmené en salle de réveil, j'ai demandé à nouveau si quelqu'un était passé. Rowan m'a fait un léger signe de tête. Tu as eu quelques collègues qui ont appelé pour prendre de tes nouvelles, mais pas encore de famille.
C'était le clou. Pas même un SMS, pas même un petit message aux infirmières. Rowan a bordé mes jambes dans la couverture comme si j'étais une enfant. Tout ira bien, a-t-elle murmuré, et je l'ai cru. Mais pas pour la raison qu'elle pensait. Je n'allais pas m'en sortir grâce à une opération miraculeuse ou à une surveillance attentive et constante. J'allais m'en sortir parce que quelque chose en moi s'était brisé doucement mais irrévocablement. Et dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La clarté. Je fixais l'écran, les chiffres qui défilaient. Un battement de cœur, un souffle, une vie qui avait failli ne plus exister. Il m'avait maintenu en vie. Mais ma famille, elle, m'avait déjà enterré dans ses pensées. Avec un excès de dramatisme, il m'avait appelé pendant que je saignais dans mes vêtements, tandis que je tendais les mains tremblantes pour supplier quelqu'un de m'écouter. Ma femme, mes enfants. Ils n'imaginaient pas à quel point ils étaient près de me perdre. Ou peut-être s'en doutaient-ils, et ils s'en fichaient. Pas assez. Cette nuit-là, seul dans un lit d'hôpital, entouré d'inconnus qui avaient fait plus pour moi en 12 heures que ma propre famille en des années, j'ai fait une promesse. Pas le genre qu'on écrit ou qu'on dit à voix haute, le genre qu'on garde caché derrière ses côtes, juste à côté de la cicatrice. Je ne supplierai pas qu'on me revoie. Je ne me battrai pas pour une place à une table où l'on me traiterait comme un meuble. Si j'avais frôlé la mort, alors peut-être était-il temps de commencer à vivre pour moi sans applaudissements, sans approbation, sans l'illusion d'une famille qui m'avait montré de la manière la plus douloureuse possible à quel point je comptais peu pour elle. Alors oui, je me suis effondré, mais pas bruyamment. Il n'y eut ni explosion, ni incendie, juste une chute silencieuse, une lente hémorragie, une mort que personne ne remarqua, et une résurrection à laquelle personne n'était invité. Quand je rouvris les yeux, c'était peut-être le matin. Difficile à dire avec les rideaux de l'hôpital tirés et le bourdonnement de la climatisation qui donnait l'impression que le temps s'écoulait en boucle. J'avais la bouche sèche, le goût salé encore collé à ma langue. La douleur s'était atténuée pour devenir une forte douleur abdominale. Le genre de douleur qui donne l'impression de marcher avec des briques dans le ventre. Je tournais lentement la tête, chaque centimètre me rappelant que j'avais frôlé la mort. Les 4 bips retentirent dans un rythme lent et moqueur. Et à côté de moi, sur la tablette, se trouvait mon téléphone. Je le pris comme s'il pesait 22 kilos. Batterie à 5%. Une notification. Delilah avait tagué dans une publication. Je clignai des yeux. L'absurdité de la situation me fit ricaner avant même de l'ouvrir. Mes mains tremblaient. Pas d'émotion, pas encore, mais de faiblesse. J'ai tapoté l'écran, regardant le petit cercle bleu tourner pendant le chargement. Le Wi-Fi de l'hôpital était lent, mais pas autant que la peur qui m'envahissait. Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Un message, un appel manqué, peut-être une photo d'elle inquiète à côté de mon lit d'hôpital, des excuses enfouies dans la légende. Non, je ne m'attendais pas à la perfection, juste à de la décence, quelque chose qui dirait qu'elle savait, qu'elle se souciait de moi. L'image s'est chargée. Delilah, Celia et Jadon, et sa sœur, Lorna, la mondaine autoproclamée. Toutes les 4 se tenaient sous des lumières dorées, vers levées, dents découvertes dans un sourire parfait. Delilah portait la robe dorée qu'elle avait passé 3 semaines à choisir. Celle qu'elle disait était très expressive. Celia avait les cheveux bouclés comme si elle posait pour un magazine, et Jadon portait un tailleur sur mesure que j'avais payé. En arrière-plan, un mur de rose et des guirlandes lumineuses. Mon regard a croisé le panneau scintillant au-dessus d'elle. Gala de la grâce. Je l'ai fixé du regard, sentant une pression amère monter à nouveau. Pas dans mon ventre cette fois, mais quelque part derrière mes côtes. La légende était pire. Tellement fier de ma sœur. La famille, c'est tout. Je n'aurais pas pu faire ça sans Marcus qui surveillait les enfants pendant que je me préparais. #béni. J'ai relu 2 fois. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone jusqu'à ce que ma traction se synchronise avec la douleur sourde dans mon côté. Je surveillais les enfants. J'étais branché à des machines, un pied dans la tombe, pendant qu'elle racontait au monde que je gardais nos enfants comme une acolyte de docteur. La famille, c'est tout. Tout. Je me suis demandé si cela incluait le fait que je me sois vidé de mon sang seul dans mon bureau pendant que mon téléphone sonnait sans réponse. Est-ce que ça voulait dire quelque chose ou n'étais-je qu'une réplique dans le récit qu'elle vendait au monde? Le pire, ce n'était même pas le mensonge. C'était le ton, décontracté, confiant,
comme si elle l'avait répété. Une histoire parfaite. Elle a eu son moment sous les projecteurs pendant que je me faisais ouvrir sur une table. Elle a porté un toast à sa sœur pendant que les chirurgiens me recousaient. Elle a écrit une légende pendant que j'étais allongé dans une robe blanche, les yeux fixés sur le plafond, me demandant si j'étais déjà morte. J'ai zoomé. Leur visage rayonnait d'une joie qu'on ne simule pas. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Ma fille riant à une blague. Mon fils souriant, fier d'être vu. Et Delila. Mon Dieu. Delila. Ses yeux pétillaient comme lorsqu'elle dansait dans la cuisine, il y a des années. Avant les enfants, avant le travail, avant qu'elle ne commence à me traiter comme un bruit de fond, elle paraissait plus légère sans moi. Rayonnante. Ce message ne m'a pas seulement blessé par son contenu. Il m'a blessé parce qu'il a révélé une vérité que j'avais refusé de voir pendant des années. J'étais devenu un substitut, un paramètre par défaut, quelque chose qu'il mentionnait quand cela convenait. Quand ça aidait l'histoire, Marcus surveillait les enfants. Marcus payait les factures. Marcus faisait ce qu'on attendait de lui. Et quand j'ai arrêté de faire ça, quand j'ai craqué, quand mon corps a lâché, quand j'en avais besoin, ils ont simplement continué. J'ai vérifié mes appels manqués. Aucune de Delila, aucune de Jaden, une d'Emory, ma collègue, qui avait fait 2 heures de route pour prendre de mes nouvelles après avoir vu l'ambulance me chercher au travail. Elle n'était pas de la famille. Elle n'avait aucune obligation. Et pourtant, elle est venue. Elle m'a tenu la main pendant que je vomissais du sang aux urgences et a attendu que les médecins prennent le relais. Elle a été la seule à me demander, « Ça va ?» 1 minute. Mais ma femme, mes enfants, même pas un texto. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Le message m'a brûlé les paupières. La famille, c'est tout. Quelle belle phrase à associer à la mort imminente de votre mari. J'ai ri, mais le message est sorti fêlé. Ce n'était même pas drôle. C'était tragique. J'avais passé des années à croire qu'être présent financièrement, physiquement et logistiquement était suffisant. Être celui qui répare le robinet, remplace les pneus, remplit le réfrigérateur, était le ciment qui nous unissait. Mais le ciment n'a plus d'importance quand les gens qui vous unissent ne vous voient jamais. Je n'étais pas un mari. Je n'étais même pas un père. J'étais une fonction. L'infirmière est entrée pour vérifier mes constantes. Rowan encore. Son regard s'est posé sur l'écran sur mes genoux. Elle avait dû le voir. L'image, la légende, la vérité. Elle n'a rien dit, mais elle s'est assise au bord du lit, m'a tenu le poignet et a pris mon pouls en silence. Ce petit geste, cette empathie discrète, m'a apporté plus de réconfort que les 6 derniers mois passés chez moi. Ils ne savaient pas, ai-je dit doucement, comme si j'avais besoin de les défendre. Une vieille habitude. Ils ne savaient pas que c'était si grave. Rowan a levé les yeux. Ils n'ont pas cherché à savoir. J'ai hoché la tête lentement. Plus de défense. Plus d'excuses. Mon corps avait hurlé et ils avaient levé les yeux au ciel. L'univers avait presque dû me traîner au bloc opératoire avant que quiconque ne remarque mon absence. Cette légende, ce message, ce n'était pas qu'une gifle. C'était la nécrologie de mon rôle dans cette famille. Et j'y avais survécu. C'était ça, le côté fou. Je n'étais pas mort. Je pouvais partir. Non pas malgré ce qu'ils avaient fait, mais grâce à eux. J'ai supprimé la notification, éteint mon téléphone et me suis adossé aux oreillers. L'écran a émis un bip régulier et lent. Un battement de cœur. La preuve que j'étais toujours là, toujours en vie. Et pour la première fois, je ne voulais pas rentrer. Quand la douleur s'est suffisamment atténuée pour que je puisse réfléchir clairement, j'ai demandé à Rowan si quelqu'un avait pris de ses nouvelles. C'était une question simple, mais je connaissais déjà la réponse avant même qu'elle ne s'ouvre les lèvres. Il y avait à nouveau cette hésitation, celle qui transparaissait dans sa voix comme si elle ne voulait pas être celle qui me dirait quelque chose que je soupçonnais déjà. Nous avons appelé, a-t-elle finalement dit, la gentillesse de son ton n'ayant rien arrangé pour atténuer le choc. Nous avons laissé plusieurs messages vocaux. Votre femme a répondu par SMS des heures plus tard. Rowan a marqué une pause, puis a repris presque d'un ton d'excuse. Elle a dit, il est toujours comme ça. Donnez-lui des analgésiques. Il ira bien. J'ai ri. Un soupir sec et rauque qui m'a même surpris. Ce n'était pas de l'amusement.
C'était le bruit de quelque chose qui se brise. Mes côtes me faisaient encore mal et ma bouche était sèche, mais cette seule phrase fit plus de dégâts que l'ulcère ne le pourrait jamais. Je tournai la tête vers la fenêtre et contemplai la lumière grise percer les nuages. C'était poétique que même le soleil ne veuille pas se montrer ce jour-là. Le silence entre Rowan et moi persista et cela ne me dérangeait pas. Elle ne se précipita pas pour le combler. Elle ne me proposa pas de faux réconfort ni de vaines excuses. Elle s'assit simplement à côté de moi, la main posée sur son bloc-notes. Cela me rappela quelque chose de réel, d'humain. Je n'avais pas ressenti cela chez moi depuis des années. Cette phrase, « il est toujours comme ça », résonna dans ma tête comme un marteau sur du verre. Ce n'était pas la première fois que Delilah ignorait ma douleur, mais c'était la première fois qu'elle aurait pu me tuer. Et pourtant, elle n'avait pas bougé. Elle ne me rappela même pas. Ne demanda pas de nouvelles. Elle l'avait juste rangé sous le coup du dramatisme habituel de Marcus. Je me souvenais de l'expression de Célia la veille du gala. Je me tenais le ventre, penché près de l'îlot de cuisine, et elle avait à peine levé les yeux de son téléphone. « Papa, sérieusement ? Maman a dit que tu étais juste fatigué. Arrête de dramatiser. » Sa voix était ennuyée, agacée, comme si ma douleur avait interrompu sa navigation sur Instagram. J'ai essayé de la regarder dans les yeux, de lui parler, mais elle était déjà passée devant moi, talons claquants, sac à main en bandoulière. Jadon. Il avait traversé la maison avec ses baskets de créateur, s'arrêtant à peine pour me saluer. « Et, papa, où sont les clés de l'Audi ?» J'avais faiblement pointé le comptoir du doigt, et il avait souri, m'avait lancé un merci désinvolte par-dessus son épaule. J'avais prononcé son nom, essayé de le prévenir que quelque chose n'allait pas, mais il ne s'était retourné qu'à moitié. « Ça va ?» a-t-il demandé, mais son ton était incohérent. J'ai hoché la tête, trop faible pour expliquer, et il est parti avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Je saignais intérieurement pendant que mon fils cherchait la chemise qui irait le mieux avec les lumières de la fête. Et Delilah, ma femme, celle avec qui j'avais construit ma vie, m'a embrassé sur la joue comme une bénédiction, pas un au revoir. « S'il te plaît, ne gâche pas cette soirée, Marcus, » avait-elle dit en lissant le pli de sa robe. « C'est important pour Lorna et pour moi. Prends juste une douche chaude et allonge-toi. Tu te sentiras mieux. » Je me suis effectivement allongé là, par terre, sur le bureau. Le silence dans ma chambre d'hôpital est devenu une seconde peau. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas répondu à l'infirmière quand elle m'a demandé si je voulais de la musique. Je n'ai plus consulté mon téléphone. Ce silence en disait long. Il était plus fort que toutes nos disputes. Plus fort que toutes les excuses qu'ils auraient pu présenter, car ce n'était pas seulement l'absence de bruit. C'était l'absence d'attention, d'intérêt, d'amour. Ils appelaient ça le drame, comme toujours. Quand Célia avait 10 ans et qu'elle s'est cassé le bras en tombant de la cage à écureuil, je l'ai conduite aux urgences moi-même, je lui ai tenu la main pendant qu'on lui faisait des radios, je lui ai murmuré des blagues pour la distraire de la douleur. Quand Jadon a eu une pneumonie à 15 ans, je suis resté éveillé toute la nuit à surveiller sa respiration, comptant les secondes entre chaque inspiration laborieuse. Quand Delilah a subi une ablation de la vésicule biliaire, j'ai dormi dans un fauteuil pendant 3 nuits à l'hôpital juste pour être près d'elle. Je me souviens lui avoir brossé les cheveux en arrière, lui avoir donné de la soupe à la petite cuillère, lui avoir lu à voix haute le livre qu'elle n'avait jamais terminé. Je me souvenais de tout. Mais quand mon tour est venu, quand mon corps s'est effondré et que j'ai perdu mon souffle, ma douleur n'était plus qu'un désagrément, une petite anomalie, une nuisance dans leur vie bien organisée. Je les imaginais au gala, debout sous des lustres, riant d'une remarque du fiancé de Lorna. J'imaginais Jadon flirtant avec un barman, Célia exhibant sa robe, Delilah rayonnante de compliments. L'une d'elles s'est-elle arrêtée pour penser à moi? Est-ce que l'un d'eux avait remarqué que je n'avais pas appelé? Que je ne répondais pas, ou étais-je devenu si insignifiant pour eux que mon absence leur paraissait normale? Rowan revint le soir avec mes médicaments. Elle changea le sac sur mon front, régla les moniteurs, puis resta assise un moment avant de partir. Parfois, on ne se rend compte de ce qu'on n'a qu'une fois qu'on l'a perdu, dit-elle doucement. Parfois, même après l'avoir perdu, on ne le voit toujours pas, j'ai hoché la tête, car je comprenais. Je n'étais pas seulement invisible. J'étais devenu un bruit de fond. Faible, familier, oubliable. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à regarder les lumières du couloir changer devant ma porte. D'autres patients avaient de la visite. J'entendais des rires au bout du couloir,
le tintement des sodas des distributeurs automatiques, des conversations chuchotées sur les médicaments et les progrès, des infirmières livrant des fleurs, des maris tenant la main de leurs femmes, des pères serrant leurs fils dans leurs bras, et moi. Je fixais à nouveau le plafond, une vue familière maintenant. Je ne m'apitoyais plus sur mon sort. Plus maintenant. La douleur avait dépassé la tristesse pour devenir plus vive. La clarté. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ne me croyaient pas. Ils ne me croyaient pas parce qu'ils ne m'écoutaient jamais. Ils ne m'écoutaient jamais parce qu'à un moment donné, j'ai cessé de correspondre à eux et à la vérité que je leur avais laissée. J'ai passé des années à encaisser les coups, à accepter les plaisanteries, à être la personne fiable, la personne ennuyeuse, la présence stable qui ne demandait rien. Mais même la stabilité a besoin d'attention. Même les personnes silencieuses se brisent. Et j'avais craqué. Mais pas bruyamment, pas avec fracas, pas dans un murmure, dans un silence qu'ils appelaient drame. Ils le regretteraient. Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être trouverait-il un moyen de transformer cela en autre chose. Peut-être que le prochain message dirait, j'étais en retraite bien-être où je faisais une pause dans le chaos, quelque chose de digeste, de beau, quelque chose qui ne demandait pas de compte. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré l'air aseptisé. Je n'étais plus en colère, plus comme avant. J'étais vide, mais dans ce vide, quelque chose de nouveau s'est réveillé. Ni la vengeance, ni l'amertume, ni la distance. Et peut-être était-ce le début de quelque chose de meilleur. Quand l'infirmière m'a finalement autorisé à sortir, je me suis assise au bord du lit d'hôpital, vêtue des mêmes vêtements que j'avais portés lors de mon malaise, maintenant soigneusement pliés par Rowan, encore froissés et légèrement tachés. Il ne sentait plus la maison. Il sentait l'antiseptique et la trahison. Je les ai enfilés sans un mot, sans tambour ni trompette, sans famille qui m'attendait à la sortie avec des ballons, une voiture ou même une foutue veste. Juste le sifflement de l'oxygène provenant d'une chambre voisine. Le pas traînant d'une autre infirmière poussant un fauteuil roulant dans le couloir et le poids de l'absence qui emplissait l'espace où l'amour aurait dû résider. Emery est arrivée 10 minutes avant mon départ. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas bien dormi depuis des jours, mais son regard s'est adouci en me voyant debout. « Tu ressembles moins à un fantôme », a-t-elle dit en me tendant une thermos noire. « Du café ? Du vrai café ? Pas celui du distributeur de l'hôpital. » Je l'ai pris avec un hochement de tête reconnaissant. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'en avions pas besoin. Elle était là quand personne d'autre ne l'était, et il y avait quelque chose de sacré là-dedans. Elle m'a reconduite chez moi en silence, me jetant de temps en temps des regards furtifs comme si elle n'était pas sûre que j'étais bien réel. « Ils n'ont toujours pas appelé ?» demanda-t-elle doucement alors que nous tournions dans ma rue. Je secouai la tête. Je n'avais plus l'énergie d'expliquer ce que je savais au fond de moi maintenant qu'ils ne viendraient pas. Que l'image de famille à laquelle je m'étais accroché s'était dissipée dès que Delilah avait cliqué sur « Poste » au lieu d'appeler. La maison ressemblait à une Cadillac. Lignes épurées, pelouse impeccable, même l'éclairage. Delilah avait insisté pour qu'on installe une nouvelle allée devant la maison 2 mois plus tôt pour plus d'attrait. Elle brillait maintenant, vide et creuse. Emory se gara au bord du trottoir, mais je ne sortis pas immédiatement. Je m'assis, le café chaud dans les mains, et contemplai la maison que je croyais être la mienne. « Tu veux que je t'accompagne » demanda-t-elle. Je secouai à nouveau la tête. J'ai compris. Elle hocha la tête, respectant le mensonge. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Bien sûr. Delilah disait toujours qu'elle aimait cette sensation d'ouverture, comme si verrouiller la porte impliquait la peur. La maison était impeccable. Trop impeccable. L'odeur du désodorisant m'a frappé en premier. Lavande et agrumes, artificielle et froide. Je suis entré comme une étrangère. La chaîne hi-fi était éteinte, mais je la sentais encore dans les murs. L'écho de l'after, le scintillement des verres qui s'entrechoquaient, le bruissement des robes de cocktail. Je les imaginais tous ici, célébrant le gala de Lorna comme des rois, buvant du champagne branché à des machines, mon sang circulant dans des tubes, le bip d'un moniteur cardiaque surveillant une vie qui tenait à peine. Sur l'îlot de cuisine en marbre, j'ai posé un mot. Je l'ai regardé comme s'il allait se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose de significatif. Mais non, seuls 4 mots ont défilé dans l'écriture cursive d'Ila, soupe et frigo. À côté, un post-it, n'oubliez pas d'appeler le plombier. Je les ai lus 2 fois. Soupe plombier. C'est tout ce que je méritais. J'ouvris le frigo par instinct.
Un seul pot de soupe au poulet trônait sur l'étagère du haut, emballé dans du plastique avec une date inscrite au charpet. À côté, des bouteilles de kombucha, des jus hors de prix, des restes étiquetés de la main de Célia. Son nom était partout, comme si elle réclamait de la place, même dans le frigo. Je fermai la porte. Je m'appuyai contre le comptoir, fermai les yeux et laissai la vérité combler le silence. Je n'avais pas de famille. J'avais un public. Un public qui applaudissait quand je payais les factures. Souriait quand je faisais tourner les choses, hochait la tête quand je restais silencieux. Mais au moment où je m'effondrais, vraiment effondré, ils ne remarquèrent même pas l'entracte. Ils continuèrent à danser. J'errais dans la maison. Chaque pas me donnait l'impression d'être une intrusion. Le canapé où Jadon s'endormait devant le foot. La table à manger où nous fêtions nos anniversaires, c'est moi qui payais. Le couloir où Célia avait autrefois accroché sa banderole, « Bienvenue à papa ». À mon retour d'un voyage d'affaires il y a 6 ans, tout était devenu un musée, soigneusement conservé, immaculé, sans vie. Je suis entré dans mon bureau et me suis assis à mon bureau, les yeux rivés sur l'ordinateur qui m'avait servi de bouée de sauvetage. J'y avais autrefois bâti mes rêves, business plan, feuilles de calcul pour mes études supérieures, investissement pour l'avenir. J'ai ouvert le tiroir, j'en ai sorti le dossier, succession, et je l'ai posé sur le bureau. J'avais mis à jour mon testament des mois auparavant, mais je n'avais jamais finalisé le transfert. Je n'avais pas voulu croire que j'en avais besoin. Mais maintenant, j'y voyais clair. J'ai passé l'heure suivante à faire ce que personne n'avait fait pour moi, planifier. Je me suis connecté aux comptes, banque, retraite, investissement. Un par un, j'ai initié les transferts. J'ai transféré mon portefeuille de retraite vers une autre société sous un nouveau nom, après m'être installé en secret, au cas où. J'ai séparé les comptes joints discrètement, méthodiquement, sans la moindre colère. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la préservation. Le nom de Delilah a disparu de tout. J'ai changé les bénéficiaires. J'ai révoqué l'accès. J'ai gelé les frais de scolarité. Je n'étais pas cruel. J'en avais juste fini avec l'illusion. Célia et Jadon avaient des bourses et des petits boulots dont ils se moquaient. Ils s'en sortiraient. Peut-être même, pour la première fois, avait-il appris la valeur de l'effort, de la demande, de la présence. Je me suis tourné vers les dossiers immobiliers. La maison était déjà sous séquestre. L'acheteur, un couple de retraités du Vermont, avait signé les papiers la semaine dernière après que je l'ai discrètement mis en vente par l'intermédiaire d'un courtier privé. Delilah n'en avait aucune idée. Elle n'avait jamais vérifié le titre de propriété, n'avait jamais remarqué le courrier redirigé vers mon bureau. Elle me faisait confiance pour gérer la logistique qu'elle avait toujours eue. Et je l'ai fait. Je m'en suis occupé sans qu'elle le sache. Quand j'ai eu fini, je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre du bureau. Le jardin était le même. Le ciel était d'un rose tendre. Une brise soufflait à travers les haies, mais quelque chose en moi avait changé à jamais. Le genre de changement dont on ne revient jamais. C'est ce jour-là que j'ai disparu. Ni dans mon corps, ni dans ma présence, ni dans mes obligations, ni dans mon objectif. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait à l'étage, dans l'ignorance et le confort, j'ai fait une petite valise. Juste assez pour une semaine. J'ai laissé le téléphone qu'il connaissait dans le tiroir. L'écran était encore fissuré après une chute l'année précédente. Je me suis glissé par la porte de derrière avec le silence d'un homme mort un jour et revenu différent. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas brisé. Je n'étais même pas triste. J'étais libre. Je ne suis pas parti en flammes. Pas de valise jetée à l'arrière d'un taxi. Pas de dispute. Pas de confrontation nocturne sous la lumière crue du lustre du hall d'entrée. Je suis parti comme le fait souvent la douleur. Progressivement, invisiblement, et sans prévenir. J'ai arrêté de me disputer avec les fantômes. J'ai arrêté de répéter la même supplication avec des mots différents. J'ai tout simplement arrêté. Je me suis réveillé chaque matin et j'ai joué mon rôle. J'ai tondu la pelouse. J'ai sorti les poubelles. J'ai embrassé Delilah sur la joue. J'ai demandé à Célia où étaient ses cours et à Jadon quel était son emploi du temps de sport. J'ai souri quand ils ont parlé par-dessus moi. J'ai hoché la tête quand ils ont à peine levé les yeux. C'était une simple mémoire, un automatisme. Et derrière cette automatisation, j'étais déjà parti.
Il y a eu un instant, qui m'a dit que j'avais bien choisi. C'était le matin où Delila m'a tendu un bloc-notes jaune avec une liste de choses à faire avant le brunch de sa mère. Peux-tu réparer le lavabo de la salle de bain d'Amy et la lumière du garage? Oh, et appelle le traiteur pour confirmer. J'étais débordé. J'ai pris la liste, hoché la tête comme toujours. Bien sûr, ai-je dit. J'ai même souri. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à ce moment-là, j'avais déjà transféré l'acte de propriété de la maison à la société holding que j'avais créée. J'avais finalisé la date de vente. J'avais aménagé mon nouvel appartement dans une ville côtière à 3 heures de route. Tout était en marche. Chaque case était cochée. Le testament avait été réécrit. Delila n'avait plus de droits exécutifs. Le trust qui détenait nos économies communes avait été dissous. Mon avocat, un vieil ami que j'avais sauvé d'une saisie immobilière cauchemardesque, m'avait aidé à créer une nouvelle entité financière. J'y avais transféré le portefeuille de retraite. Propre, légal, irréversible. Je n'avais pas dit à Célia que j'avais fermé son compte 529. Elle m'avait déjà dit que la Grèce l'appelait. Une sorte de voyage d'influenceuse Instagram encouragée par sa mère. On verra pour les frais de scolarité plus tard, avait dit Delila en versant du rosé comme si c'était de la sagesse. Ça s'arrangera tout seul. Ils étaient habitués au filet de sécurité. Mes filets. Mon échafaudage silencieux. Mais un échafaudage ne s'excuse pas quand on le retire. Le bail de la voiture de Jadon était à mon nom. Je l'avais annulé. Il ne s'en rendrait compte que lorsqu'il essaierait de se rendre à une soirée tardive et que le tableau de bord hurlerait « désactivé ». Le fonds pour les études était à peine reconnu comme disparu. Il m'avait dit 2 semaines plus tôt « Papa, j'ai des relations. » Du calme. Je ne compte même pas sur ton argent. J'avais souri. Il m'avait donné le scénario. Je l'avais juste suivi. Rien de tout cela n'était vindicatif. Rien de tout cela ne me semblait cruel. Cela semblait nécessaire. Chaque bouton sur lequel je cliquais, chaque actif que je déplaçais était une part de moi-même qui récupérait de l'oxygène. Je ne cherchais pas à leur faire du mal. J'essayais de vivre sans supplier qu'on me voie. Delila ne s'en rendait pas compte. Elle était trop absorbée par le dernier événement de Lorna, préparant son été à Napa, réorganisant les meubles qu'elle trouvait soudain trop traditionnels. L'ironie était presque poétique. Pendant qu'elle redécorait la maison, je l'effaçais des fondations. Le jour de la vente, j'ai signé les derniers papiers dans mon bureau pendant que Delila était à une dégustation de vin. Elle m'a envoyé 3 SMS à propos de la couleur des coussins. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai fixé le document devant moi, signé mon nom et regardé l'encre sécher. C'était fini. Légalement, je n'étais plus lié à cette propriété qui avait abrité une décennie de chaises vides et d'excuses usagées. J'ai rangé mes essentiels dans le coffre de ma voiture, mon ordinateur portable, quelques livres, mes vêtements. Je n'ai pas enlevé de photos des murs ni de souvenirs de tiroirs poussiéreux. Je ne voulais pas de reliques. Je ne m'occupais pas d'une vie qui ne m'appartenait plus. La dernière chose que j'ai faite avant de partir a été de rester dans le salon et de regarder autour de moi. La maison semblait prête pour une nouvelle fête. Argenterie polie, fleurs fraîchement coupées et vases, coussins neufs, bleu marine et or sur le canapé. Tout semblait cher. Tout semblait creux. Je me demandais ce qu'ils diraient quand les nouveaux propriétaires arriveraient. Quand Delila appellerait pour organiser un brunch et trouverait quelqu'un d'autre vivant dans sa maison de référence, peut-être penserait-elle à une erreur. Peut-être accuserait-elle quelqu'un de fraude. Peut-être regarderait-elle autour d'elle et se demanderait-elle quand exactement j'ai disparu. Mais au fond, elle le saurait. Elle a toujours su que cela allait arriver. Elle ne croyait simplement pas que je donnerais suite. Je n'ai laissé aucun mot, aucun message, aucune trace. Mon nouvel appartement n'était pas grand. Un 2 pièces au-dessus d'une librairie tenue par une veuve nommée Lydia qui m'a accueilli avec du pain frais et sans poser de questions. L'air sentait l'eau salée et les secondes chances. Le plancher craquait quand je marchais. Le réfrigérateur bourdonnait en fonctionnant. C'était un silence absolu. Le mien. J'ai changé de numéro de téléphone ce soir-là. L'ancienne sonna 2 fois avant que je l'éteigne définitivement. Pas de message d'adieu. Pas d'adresse de transfert. Juste un léger clic. Liberté. J'ai enregistré ma nouvelle adresse sous une boîte postale. J'ai changé de médecin. J'ai résilié mes anciens comptes.
Quand Emery a appelé pour prendre de mes nouvelles, j'ai répondu. C'était la seule qui n'avait pas eu besoin que je perde mon sang pour qu'elle vienne. Je pense toujours qu'ils viendront me chercher, a-t-elle dit. Qu'ils le fassent, ai-je répondu. Ils trouveront exactement ce qu'ils ont laissé. Rien. Ce soir-là, assis sur le balcon, pieds nus, emmitouflé dans un vieux sweat à capuche, j'ai regardé l'océan s'assombrir sous un clair de lune. Il n'y avait pas de bruit, pas de liste de contrôle, pas de performance, juste le murmure du vent et la prise de conscience que, pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas que quelqu'un s'en soucie. Je ne savais pas si Célia remarquerait que ses frais de scolarité n'étaient plus payés. Je ne savais pas si Jadon appellerait quand la voiture ne répondrait plus. Je ne savais pas ce que Delilah dirait aux gens quand la façade se fissurerait. Mais je savais ceci. On leur avait offert ma présence pendant des années. Mon temps, mes sacrifices, mes efforts, mes avertissements. Ils avaient pris mon silence pour de la soumission, ma fiabilité pour de la servitude, ma douleur pour de l'exagération. Alors, j'ai quitté la scène, sans applaudissements, sans rappel, juste le bruit d'une porte se refermant derrière moi, et la paix tranquille d'une vie enfin vécue selon mes propres règles. 3 mois après mon départ, le premier appel est arrivé. Pas pour moi, bien sûr, mais pour le numéro qu'il pensait être toujours le mien. J'avais désactivé l'ancienne ligne depuis longtemps, tout transféré sur un nouveau compte sous un nouveau nom et laissé la carte SIM dans un tiroir de l'appartement côtier que j'appelais désormais. Mais Emory avait toujours accès à la boîte de réception liée à l'ancien numéro. Elle avait accepté de la surveiller au cas où, juste pour suivre les répercussions que je savais à venir. Elle m'a envoyé un SMS un soir alors que je regardais la marée monter depuis mon balcon. Jadon a eu un accident. Des hôpitaux essayant de joindre sa famille. J'ai lu les mots 2, peut-être 3 fois. Un accident. Je pouvais sentir l'instinct s'échapper et immédiat, comme un réflexe formé. La partie de moi qui avait traversé les États pour récupérer Jadon à l'université quand il a eu une intoxication alimentaire. La partie qui était restée debout toute la nuit lors de sa première rupture de lycée juste pour être là. Cette partie a bondi, puis s'arrêta comme si elle frappait un mur. Pas par cruauté, pas même l'indifférence, mais parce que je me suis souvenu. Je me souviens que Jadon est passé devant moi, colonne trop fort, souffle d'épaisseur d'anticipation, demandant des clés de voiture pendant que je luttais pour rester debout. Je me suis souvenu de sa voix, cool, plat, dédaigneux. Vous bien? Et quand j'ai hoché la tête, il était sorti. Ce signe de tête m'avait coûté du sang. Minute, presque ma vie. Ce moment a fait écho à travers mes côtes maintenant. Et donc je n'ai pas répondu. L'hôpital doit avoir tout essayé, mais le numéro répertorié comme le plus proche parent était mort comme le rôle qu'il s'attendait à ce que je continue à jouer. 2 jours plus tard, un autre message d'Emory. Célia a appelé dit Delilah s'est évanouie à l'épicerie. Ils sont chez Merci Général. Quelque chose à propos d'une faible rythme cardiaque. Ils vous cherchent. J'ai fermé le message sans répondre. Je suis allé me promener le long du rivage, mes pieds nus s'enfonçant dans le sable frais, le vent se pliant autour de moi comme un vieil ami. L'univers avait son rythme, ses saisons. La même femme qui a tapé une fois, donnez-lui des analgésiques. Il ira bien. Maintenant, allongez-vous dans un lit d'hôpital, incapable de signer ses propres formulaires de consentement. Célia faisait probablement ardente, frénétique, essayant d'agir grandie dans un instant pour lequel elle n'était pas prête. Et ils apprenaient quelque chose de crucial, quelque chose que j'avais appris seul. Tout le monde ne vient pas quand vous appelez. J'ai imaginé la voix de Delilah au téléphone, croustillant de désespoir. Il est répertorié comme contact. Nous avons besoin de lui. L'infirmière répondrait. Je suis désolé. Les nombres inactifs. Ses yeux s'élargiraient. Sa bouche se resserrait. Et pour la première fois, peut-être qu'elle se rendait compte que je l'avais voulu quand je suis parti. Plus tard dans la soirée, Emory m'a envoyé une transcription de la messagerie vocale. Marcus, voici Delilah. Je sais que vous êtes en colère, mais s'il vous plaît, ils ne me laisseront pas approuver le test. Nous avons besoin de vous. Appelez simplement l'hôpital. S'il vous plaît. J'ai écouté le silence qui a suivi. Même elle s'est placée comme des commandes. Et je n'ai toujours pas répondu parce que je me souvenais de Merci Général. Je me souvenais allongé dans une de leurs chambres, fixant le plafond de carreaux fissurés, mon corps mou, les machines faisant ce que mon cœur ne pouvait pas.
Je me souvenais de Rowan, l'infirmière, me disant que personne n'avait appelé, qu'ils m'ont donné des analgésiques et ont continué, que je n'avais pas assez d'importance. J'ai pensé à appeler juste pour entendre leur voix se craquer, juste pour leur rappeler à quoi ressemblait le silence. Mais je ne cherchais pas la vengeance. Ce n'était pas ce que c'était. Il s'agissait de laisser les conséquences se rattraper, de ne plus les protéger du poids de leur propre choix. Lorsque Célia a appelé suivant, c'était à partir d'un nouveau numéro. Elle doit avoir emprunté le téléphone de quelqu'un. La messagerie vocale est passée à la brouette, mais sa voix était tranchante de peur. Papa, maman s'est effondrée. Ils ne nous laisseront rien faire. S'il vous plaît, revenez. Juste pour l'instant. Juste pour l'instant. C'était toujours le plaidoyer, n'est-ce pas? Juste une fois. Jusqu'à. Aider juste. Mais où était-il quand j'ai chuchoté que je ne pouvais pas respirer? Où était-il lorsque mes côtes avaient l'impression de s'ouvrir et que ma voix a été rejetée comme des dramatiques? Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas froid. J'ai senti quelque chose de plus difficile à expliquer la clarté. Ce n'était pas un test de mon cœur. C'était une libération de son fardeau. Je me suis fait une tasse de thé. Assis sur le bord de mon lit et regarda le ciel devenant rose sombre par la large fenêtre. J'ai respiré long et lent. Pas de machine, pas de moniteur, juste de l'air. Tout à l'heure. Le lendemain, Emory a transmis une série de textes que Delila lui avait envoyés. Dites que les enfants de Marcus souffrent. Que ce n'est pas drôle. C'était là encore. Ce cadrage, ce ton, comme si mon absence était une performance. Comme si ce silence était un acte, un coup. Comme si toutes les années que j'ai passées à les avertir, à les aider, à saigner pour eux ne signifiaient rien. Et maintenant, quand cela leur a finalement coûté quelque chose, ils ont voulu appeler ça une blague. Ils ne savaient pas comment vivre. Sans ma présence. Mon rabais, ma signature sur un formulaire, mon nom sur un bail, mon numéro sur un graphique. Cette nuit-là, je suis descendu à l'eau. La marée était plus élevée. La lune pendait bas et pleine. J'ai pensé à Jadon dans un lit d'hôpital, frustré, peut-être meurtri, peut-être effrayé. J'ai pensé à Célia avec sa mère s'effondrer à côté d'elle, saisissant le contrôle. Et j'ai pensé à moi seul dans cette chambre d'hôpital, des tubes dans mes bras, aucun nom appelé, aucune main tenue, non ça va? Il survivrait comme moi. Peut-être que ce serait même la fabrication d'eux comme c'était pour moi. Une partie de moi l'espérait. Mais j'espère, j'ai appris, je ne voulais pas dire retour. Alors, quand l'ambulance est venue pour eux, je l'ai laissé. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas présenté parce que j'avais déjà une fois et cela m'a presque tué. Ils ont tout essayé. Chaque numéro, chaque email, chaque ami à qui j'avais parlé plus d'une fois par an. Célius a envoyé un message de groupe à la moitié de mes anciens contacts, des patrons, des anciens collègues, même des voisins à qui nous n'avions pas parlé depuis la fête de la pendaison de crémaillère. Elle a écrit, si quelqu'un a un moyen d'atteindre mon père, c'est une urgence. S'il vous plaît, nous avons besoin de lui. Les réponses sont revenues polies, confuses et de plus en plus rares. Quelques-uns ont envoyé des SMS au numéro qu'ils avaient sauvé pour moi, ne sachant pas que cela s'était calmé il y a des semaines. Certains ont essayé d'appeler Emory. Elle n'a pas répondu. Ils se sont même présentés à mon ancien travail. J'en ai entendu parler par Emory, qui a envoyé un texto, votre fille est venue aujourd'hui. Elle avait l'air fatiguée, en colère, plus confuse que tout. J'ai demandé ce que Célia avait dit. Emory a répondu. Elle a demandé si vous étiez mort. Cela a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais, mais seulement un instant. Je lui ai dit non, a ajouté Emory. Mais je ne lui ai pas dit plus que ça. J'ai pensé que si vous vouliez être trouvé, vous n'auriez pas quitté un sentier. Et c'était la chose. Je n'avais pas laissé de sentier. Pas d'adresse, pas de facture en mon nom, pas de médias sociaux. Je n'étais pas hors de la grille. J'étais juste à côté de leur grille. Chaque chapelure avait été balayée le jour où j'ai choisi la paix plutôt que la performance. Jadon a essayé ensuite. Je savais que c'était lui parce qu'Emory a transmis une capture d'écran d'un message qu'il lui a envoyé. Dites-lui qu'il est enfantin. Ce n'est pas ainsi que les adultes agissent. Il nous punit pour quelque chose que nous ne savions pas était sérieux. J'ai regardé cette ligne pendant longtemps. Nous ne savions pas que c'était sérieux.
Mais n'était-ce pas le point entier? Ils ne savaient pas parce qu'ils n'ont jamais demandé, n'ont jamais écouté. Je ne me suis jamais arrêté assez longtemps pour voir la tension autour de mes yeux ou la fatigue dans mes épaules. J'avais dit que quelque chose n'allait pas. J'avais dit que j'avais besoin d'aide. Et ils ont roulé des yeux. Ils l'ont toujours fait. Un matin, j'ai frappé à ma porte. Mon pouls a sauté. Ridicule vraiment parce que personne n'aurait dû savoir où je vivais. Mais ce n'était pas eux, juste Lydia, mon propriétaire, tenant un colis adressé au locataire précédent. Désolé de se soucier, a-t-elle dit. Je ne voulais pas que cela se perde. Je l'ai remercié et je me suis tenu une seconde, écoutant le silence s'installer à nouveau. J'avais grandi pour aimer ce silence. Ce n'était pas le genre que j'avais l'habitude de endurer, le genre qui bourdonnait de tension dans la maison, le genre de Delilah utilisé comme une arme quand elle était folle. C'était propre, calme, complet. Emory, envoyez-moi un email à nouveau 2 jours plus tard. La ligne d'objet était un seul mot. S'il vous plaît. À l'intérieur se trouvait une capture d'écran d'un texte de Delilah. Dites à Marcus que ses enfants souffrent. Que ce n'est pas drôle. Il a fait valoir son point de vue. C'est suffisant maintenant. C'était là encore. Fait son point. Comme si c'était du théâtre. Comme si mon absence était une pièce mise en place pour manipuler ou simuler. Il ne pouvait toujours pas comprendre qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait finalement d'accepter que j'avais passé des années à saigner émotionnellement et physiquement pour les gens qui n'ont pas tressailli quand je me tais. Cette prise de conscience ne disparaît pas quand ils ont finalement besoin de quelque chose. Ils ne s'inversent pas parce qu'ils se souviennent soudainement de mon numéro. Emory n'a inclus aucun commentaire. Elle n'a pas essayé de me culpabiliser. Elle a simplement joint le message comme un courrier livrant une note à un homme déjà dans un autre pays. Émotionnellement, je l'étais. Je me demandais ce qu'ils ont dit aux gens. Quand la question a commencé, où est Marcus? Ça va-t-il bien? A-t-il menti? Avait-il dit que je voyageais pour le travail? Que j'avais besoin d'une pause? Que j'étais difficile? Ou ont-ils commencé à admettre qu'ils ne m'avaient pas vraiment connu? Qu'ils n'avaient pas remarqué que je démoulais et que je me souvienne de la façon dont je me suis appris à avoir réglé un place et scolarité des frais de scolarité, je me suis réalisé. À un couple à la retraite avec un amour pour le vin et le silence était longue à beauté. Ils n'ont même pas combattu la vente. Au moment où les documents les ont parvenus, c'était légal, verrouillé et irréversible. Mon avocat s'était assuré de cela. Un après-midi, je me tenais à nouveau à la plage, des vagues léchant le rivage comme le temps essuyant les empreintes. Et j'ai pensé à ce que cela signifiait d'être un fantôme dans le téléphone de quelqu'un. Combien de fois mon nom avait-il été exploité, appelé, regardé, puis regardé à nouveau? Combien de fois Célia avait-il pleuré lorsque la messagerie vocale a cliqué sur? Combien de messages de Lila avait-il écrit et effacé? Étais-je cruel? Je me demandais parfois ça. Ensuite, je me suis souvenu du poste. La légende, la famille signifie tout. Je n'aurais pas pu faire ça sans que Marcus regarde les enfants. Ce n'était pas seulement cruel. C'était un rasure. C'était une révision publique. C'était une déclaration au monde que j'avais existé pour servir. Que même quand je mourrais, mon rôle était de soutenir, de sourire, de disparaître en coulisses. Papa, il a besoin de 10 $ pour le gaz. L'ouvrit. La cadence de ses paroles n'avait pas changé. Toujours tranchant, toujours défensif, toujours superposé avec ce mélange désespéré de fierté et de panique. Je sais que nous n'étions pas les meilleurs. Le message a commencé, mais tu es notre père. Vous ne vous en souciez pas? Je l'ai regardé pendant longtemps. La phrase continuait de rouler sur elle dans ma tête comme une pierre dans un ruisseau, lissant les bords, me faisant me demander s'il y avait peut-être encore un morceau du garçon que j'ai élevé dans ce message. Mais je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé à la plage à la place. Le vent était plus fort ce jour-là, salin. Le genre de vent qui s'éclaircit votre poitrine lorsque vous le respirez. Je le laisse me remplir. Je l'ai laissé rappeler pourquoi je suis parti. Quand je suis retourné dans mon appartement, je me suis assis et j'ai relu le message. Et puis j'ai tapé. Je me souciais quand je saignais et tu es passé devant moi pour des vêtements de fête. Simple, clair, honnête. Il n'a jamais répondu, pas d'argument, pas de suivi, pas d'explosion,
juste du silence. Et étrangement, ce silence ressemblait à une fermeture. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée, manuscrit de Célia. Je n'ai pas reconnu l'écriture au début, tremblante, inégale. Peut-être qu'elle pleurait. Peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas pris un stylo depuis des années. C'était sur du papier bordé de collège arraché à un cahier comme si elle n'avait pas prévu de l'écrire avant la dernière seconde. Papa, ça a commencé. Non. Non, mon cher. Juste le mot comme un murmure entrant dans une pièce sombre. Je ne savais pas que c'était si sérieux, a-t-elle écrit. Maman a dit que tu réagissais de manière excessive. Que vous dites toujours quelque chose qui fait mal lorsque vous êtes stressé. Je l'ai cru. Je ne pensais pas. J'aurais dû vérifier. Je suis désolé. S'il vous plaît, aidez-nous simplement une fois. Nous ne savons pas quoi faire. Il a frappé différemment du message de Jadon. Il y avait une vulnérabilité dans la sienne, oui, mais aussi le même courant sous-jacent que j'ai reconnu de toutes les années où ils avaient besoin de quelque chose. Veuillez nous aider une fois. Comme si la décennie auparavant n'avait pas été 1000 instances de ce moment-là. Comme si mon dernier souffle sur un plancher de bois franc avait été un exagéré inconvénient. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée dans un tiroir. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas jetée, mais je n'ai pas répondu non plus parce que les excuses qui ne viennent que lorsque les conséquences touchées ne sont pas des excuses. Ce sont des tactiques. Et quand j'y ai pensé, aucun d'entre eux ne s'était excusé quand cela comptait. Quand Rowan s'est tenu près de mon lit d'hôpital et m'a dit que personne ne répondait. Quand j'ai ouvert mon téléphone pour voir une photo d'eux souriant sous des lumières dorées pendant que je m'allongeais avec un tube dans ma gorge. Lorsque je suis rentré chez moi dans une note sur la soupe et un rappel d'appeler un plombier. Cela avait été leur version d'un bienvenu. Pas de visite à l'hôpital. Non. Comment vas-tu? Juste un post-it. Ils ne se sont pas excusés alors. Mais maintenant, lorsque les fonds de scolarité avaient disparu, lorsque le bail a disparu, lorsque le gisement automatique a cessé de se présenter dans leur vie comme des marraines de faits invisibles, c'est à ce moment-là que leurs paroles sont arrivées, enveloppées de culpabilité, peintes de confusion. Pas un seul message n'a dit « Nous nous sommes trompés ». Ils ont seulement dit « Pourquoi ne vous aiderez-vous pas ?» Delilah en a envoyé un ensuite. Il est revenu par Emory, transmis avec un soupir dans la ligne d'objet « Faites ce que vous voulez avec ça ». C'était long, fleuri, le genre de message qui semble bon si vous ne lisez pas trop. Marcus, je ne sais pas où vous souffrez. But you were always the steady one. You were supposed to hold us together. We didn't see how bad it was for you. Maybe we should have, but you also should have said something louder. If we had known, things would have been different. But now isn't the time for punishment. We're asking for grace. Come home. Or at least come help. He read it twice. The first time he got cocked on the line. You were supposed to hold us together. If that had been my job description. If my body was à l'obéring le mur et leur confort était le bâtiment, je n'ai jamais été autorisé à partir. La deuxième fois, j'ai remarqué le mot grâce. C'est drôle comme les gens ne demandent pas la grâce après avoir épuisé leurs droits. Elle a dit que j'aurais dû dire quelque chose de plus fort. Comme s'il rampait sur un parquet pour atteindre mon téléphone n'avait pas été assez fort. Comme si les appels du médecin n'étaient pas assez forts. Comme si le bip du moniteur cardiaque quand je suis à plat n'était pas le putain de son le plus fort de tous. Il n'avait pas écouté parce qu'il ne voulait pas. Ce n'était pas qu'il ne savait pas. C'était qu'il ne se souciait pas de le savoir. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue ci-dessous. La librairie en bas était ouverte, la lumière débordant sur le trottoir, jetant une douce lueur ambrée sur les passants. Un jeune couple est passé main dans la main, partageant des écouteurs. Un homme plus âgé s'est arrêté pour caresser un chien attaché à un banc. La vie a continué à bouger tranquillement, calmement, sans crier d'attention. C'est ce que j'avais maintenant. La vie sans exigence. Leurs excuses ne visaient pas à guérir. Ils visaient à réinstaller le système que j'avais démantelé. Celui où j'ai rendu tout plus facile en me sacrifiant. Celui où j'ai saigné en silence pendant qu'ils grillaient le succès. Je me suis assis, j'ai sorti un stylo et j'ai écrit une ligne dans mon cahier. Pas pour eux, pour moi. Je ne dois pas mon absence à ta douleur. Je le dois à ma propre survie.
Je n'ai pas répondu à Delilah, Célia ou Jadon. Parce que lorsque vous êtes uniquement voulu pour ce que vous fournissez, votre présence est la monnaie. Et j'avais fini d'être dépensé. Le jour de ma mort a commencé comme les autres. Désaline, Bakash, petit déjeuner à moitié réalisé, un autre argument sur les serviettes laissées sur le sol. Je me souviens avoir pensé en regardant le curseur clignotant d'un brouillon par email. J'ai besoin d'une minute. J'ai à la place 78 secondes. C'est combien de temps je suis mort sur cette table d'opération. 78 secondes où mon cœur s'est arrêté, mon corps s'est calmé et le monde a continué à tourner sans moi. J'ai pensé à ces secondes de plus que je peux compter. Pas comme un moment mystique où j'ai vu une lumière ou flottante au-dessus de mon corps. Non, c'était vide, froid, pas de douleur, pas de pensée, juste rien. Comme le monde expiré et oublié, j'en avais jamais fait partie. Quand je suis revenu, quand le mot de la machine et quelqu'un a crié mon nom, je ne me suis pas senti reconnaissant. Je me sentais en colère, pas chez les médecins, pas à la vie, à moi-même de l'avoir laissé aller aussi loin. Je mourrais bien avant que mon cœur ne s'arrête. Pièce par morceau, jour par jour, mort par 1000 licenciements. Je m'étais convaincu que le calme était noble, qu'être fiable m'a rendu fort. Mais ce que cela a vraiment fait, c'est de me rendre invisible. Mon corps a crié. D'une manière que je ne reconnais même pas. Et quand j'ai finalement brisé, ils n'ont pas tressailli. Ils l'ont appelé drame. Ils ont ajusté leur robe et smoking, posé pour des photos et souri. Alors oui, je suis revenu, mais pour ne rien réparer, pas pour ramasser les pièces et faire semblant qu'ils ne m'avaient pas laissé tomber. Je suis revenu à laisser. Ce silence de 78 secondes a été la conversation la plus claire que j'ai jamais eue avec moi-même. Dans cette pause entre la vie et la mort, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment vécu. J'avais existé. J'avais fourni. J'avais maintenu, mais je n'avais pas vécu. Vivre, ce n'est pas seulement la respiration. Il s'agit d'être vu. Il s'agit de correspondre. Et je n'avais pas d'importance. Pas aux gens qui étaient censés me connaître le mieux. Cette réalisation n'est pas venue avec des feux d'artifice ou des larmes. Il est venu avec un silence si net qu'il a coupé. J'ai tout vu en même temps. Delilah riant sur champagne pendant que mon corps fermait. Jadon dansant dans un costume pour lequel j'ai payé. Les yeux de Célia roulant à ma douleur. Ils n'ont pas seulement manqué mon appel. Ils m'ont manqué entièrement. Après mon départ, j'ai commencé à collecter des instants. Kézé. L'odeur du café tôt le matin dans un appartement calme. Le bruit des vagues de l'océan tapant sur le rivage comme s'il se rendait. J'ai fait de longues promenades sans en dire à personne. J'ai acheté épicerie pour un et ne se sentait pas seul. J'ai lu des livres sans interruption. Pour la première fois, j'ai vécu sans avoir à prouver que j'appartenais. Je pensais qu'ils m'oublieraient rapidement, mais j'ai sous-estimé combien de gens comptent sur ce qu'ils n'apprécient jamais. Lorsque l'argent s'est tari, lorsque le filet de sécurité a disparu, lorsque la sauvegarde a disparu, c'est à ce moment-là qu'ils se sont souvenus que j'avais existé. Pas en tant que père, pas en tant que mari, en tant que service. Ils ne m'ont pas cherché. Ils ont cherché l'homme qui a géré des choses, qui ont signé des formulaires, qui ont payé des factures, qui ont répondu à chaque appel. Quand ils ne pouvaient pas le trouver, la panique a fleuri. Parce que lorsque le centre s'effondre, les anneaux extérieurs perdent la gravité. Ils ont commencé à flotter dans le vide que j'avais l'habitude de remplir. Et j'ai regardé de loin, non pas en vengeance, mais en paix. Je n'ai pas souri. Je ne me réchauffais pas. Je viens d'observer comme regarder un feu brûler dans une maison dans laquelle vous viviez. Triste, peut-être, mais libérant. Il y avait quelque chose de beau à regarder leurs illusions s'effondrer. Ils avaient construit une vie avec moi aux fondations, mais j'ai oublié que j'étais là. Et lorsque cette fondation a disparu, les fissures se propagent rapidement. Delilah ne pouvait pas signer des formulaires médicaux. Jadon n'a pas pu accéder au bail de la voiture. Célia ne pouvait pas s'inscrire sans la couverture des frais de scolarité. La maison n'était plus la leur. Les comptes avaient fermé. Le plan de secours avait disparu. Je ne les punissais pas. Je me protégeais. Le même homme qui a une fois gazeux pour avoir l'air sur le plancher de son bureau tandis que sa famille a dansé maintenant l'après-midi à dessiner par le rivage, journalisant sans avoir besoin d'un public. J'ai appris à cuisiner pour un. J'ai appris à dormir dans un lit qui ne portait pas le poids des années.
J'ai appris à exister en dehors de l'obligation. 78 secondes m'ont appris tout ce que je n'avais pas réussi à apprendre en 52 ans. Que j'avais la peine sans service. Ce silence pourrait être sanctuaire. Cette absence pourrait être le salut. Ils ont toujours essayé de temps en temps. Jadon a envoyé un email unique la semaine dernière. Dis-moi juste pourquoi. Je n'ai pas répondu. Non pas parce qu'il ne méritait pas de réponse, mais parce que je l'avais déjà donné. Chaque fois j'ai appelé et j'ai été ignoré. Chaque fois que je criais de douleur et m'appelais dramatique. Chaque fois que je me suis présenté pour eux et ils se sont présentés à quelqu'un d'autre. La dernière tentative de Célia était une messagerie vocale. Sa voix était à nouveau petite comme elle avait 13 ans. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je pensais que tu reviendrais. Sa voix s'est brisée. Vous êtes toujours revenu. Elle avait raison. Je l'ai fait. Je suis toujours revenu. Après les combats, après le silence, après avoir été oublié, je suis revenu encore et encore en espérant que quelque chose changerait. Jusqu'à ce que je ne le fasse pas, jusqu'à ce que je ne puisse pas. Je garde toujours sa lettre, pas hors d'espoir, mais je me souviens. Cela me rappelle la ligne que j'ai traversée où l'amour ne se sentait plus comme l'amour, juste l'attente enveloppée dans la culpabilité. Je le garde pour me rappeler que revenir en arrière signifie mourir au ralenti. Et je n'ai pas l'intention de mourir à nouveau. Pas pendant 78 secondes. Pas pour un. Les gens pensent que la paix est bruyante. Que ce soit une grande décision avec la fanfare et les bannières. Mais ce n'est pas le cas. La paix est lente, calme. Ça vient quand tu arrêtes enfin de discuter avec des gens qui refusent d'écouter. Lorsque vous cessez d'essayer de gagner de l'amour, cela aurait dû être donné librement. Le jour où je me tenais sur la plage et regardais la marée se dérouler. J'ai compté 78 secondes à haute voix. Un pour chaque seconde, j'étais parti. À la fin, j'ai souri. Non pas parce que j'en avais un, mais parce que j'avais finalement cessé de me perdre. Ils disent que la mort vous change. Je dis que cela vous clarifie. Et maintenant je n'existe pas seulement. Maintenant je vis. Le jour de ma mort a commencé comme les autres. Désaline, cambriolage, petit déjeuner à moitié réalisé, un autre argument sur les serviettes laissées sur le sol. Je me souviens avoir pensé en regardant le curseur clignotant d'un brouillon par email. J'ai besoin d'une minute. J'ai à la place 78 secondes. C'est combien de temps je suis mort sur cette table d'opération. 78 secondes où mon cœur s'est arrêté, mon corps s'est calmé et le monde a continué à tourner sans moi. J'ai pensé à ces secondes plus de fois que je ne peux en compter. Pas comme un moment mystique où j'ai vu une lumière ou flottante au-dessus de mon corps. Non, c'était vide, froid, pas de douleur, pas de pensée, juste rien. Comme le monde expiré et oublié, j'en avais jamais fait partie. Quand je suis revenu, quand le mot de la machine et quelqu'un a crié mon nom, je ne me suis pas senti reconnaissant. Je me sentais en colère, pas chez les médecins, pas à la vie, à moi-même de l'avoir laissé aller aussi loin. Je mourrais bien avant que mon cœur ne s'arrête. Pièce par morceau, jour par jour, mort par 1000 licenciements. Je m'étais convaincu que le calme était noble, qu'être fiable m'a rendu fort. Mais ce que cela a vraiment fait, c'est de me rendre invisible. Mon corps a crié d'une manière que je ne reconnais même pas. Et quand j'ai finalement brisé, ils n'ont pas tressailli. Ils l'ont appelé drame. Ils ont ajusté leur robe et smoking, posé pour des photos et souri. Alors oui, je suis revenu, mais pour ne rien réparer, pas pour ramasser les pièces et faire semblant qu'ils ne m'avaient pas laissé tomber. Je suis revenu pour partir. Ce silence de 78 secondes a été la conversation la plus claire que j'ai jamais eue avec moi-même. Dans cette pause entre la vie et mort, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment vécu. J'avais existé. J'avais fourni. J'avais maintenu, mais je n'avais pas vécu. Vivre, ce n'est pas seulement la respiration. Il s'agit d'être vu. Il s'agit de correspondre. Et je n'avais pas d'importance. Pas aux gens qui étaient censés me connaître le mieux. Cette réalisation n'est pas venue avec des feux d'artifice ou des larmes. Il est venu avec un silence si net qu'il a coupé. J'ai tout vu en même temps. De l'Hilary sur Champagne pendant que mon corps fermait. Jadon dansant dans un costume pour lequel j'ai payé. Les yeux de Célia roulant à ma douleur. Ils n'ont pas seulement manqué mon appel. Ils m'ont manqué entièrement.
Après mon départ, j'ai commencé à collecter des instants. Kézé. L'odeur du café tôt le matin dans un appartement calme. Le bruit des vagues de l'océan tapant sur le rivage comme s'il se rendait. J'ai fait de longues promenades sans en dire à personne. J'ai acheté des produits d'épicerie pour un et je ne me sentais pas seul. J'ai lu des livres sans interruption. Pour la première fois, j'ai vécu sans avoir à prouver que j'appartenais. Je pensais qu'ils m'oublieraient rapidement, mais j'ai sous-estimé combien de gens comptent sur ce qu'ils n'apprécient jamais. Lorsque l'argent s'est tari, lorsque le filet de sécurité a disparu, lorsque la sauvegarde a disparu, c'est à ce moment-là qu'ils se sont souvenus que j'avais existé. Pas en tant que père, pas en tant que mari, en tant que service. Ils ne m'ont pas cherché. Ils ont cherché l'homme qui a géré des choses, qui ont signé des formulaires, qui ont payé des factures, qui ont répondu à chaque appel. Quand ils ne pouvaient pas le trouver, la panique a fleuri. Parce que lorsque le centre s'effondre, les anneaux extérieurs perdent la gravité. Ils ont commencé à flotter dans le vide que j'avais l'habitude de remplir. Et j'ai regardé de loin, non pas en vengeance, mais en paix. Je n'ai pas souri. Je ne me réchauffais pas. Je viens d'observer comme regarder un feu brûler dans une maison dans laquelle vous viviez. Triste, peut-être, mais libérant. Il y avait quelque chose de beau à regarder leurs illusions s'effondrer. Ils avaient construit une vie avec moi à la fondation, mais ont oublié que j'étais là. Et lorsque cette fondation a disparu, les fissures se propagent rapidement. Delila ne pouvait pas signer des formulaires médicaux. Jadon n'a pas pu accéder au bail de la voiture. Célia ne pouvait pas s'inscrire sans la couverture des frais de scolarité. La maison n'était plus la leur. Les comptes avaient fermé. Le plan de secours avait disparu. Je ne les punissais pas. Je me protégeais. Le même homme qui a une fois gazeux pour avoir l'air sur le plancher de son bureau tandis que sa famille a dansé maintenant l'après-midi à dessiner par le rivage, journalisant sans avoir besoin d'un public. J'ai appris à cuisiner pour un. J'ai appris à dormir dans un lit qui ne portait pas le poids des années. J'ai appris à exister en dehors de l'obligation. 78 secondes m'ont appris tout ce que je n'avais pas réussi à apprendre en 52 ans. Que j'avais la peine sans service. Ce silence pourrait être sanctuaire. Cette absence pourrait être le salut. Ils ont toujours essayé de temps en temps. Jadon a envoyé un email unique la semaine dernière. Dis-moi juste pourquoi. Je n'ai pas répondu. Non pas parce qu'il ne méritait pas de réponse, mais parce que je l'avais déjà donné. Chaque fois que j'appelais et que j'ai été ignoré. Chaque fois que je criais de douleur et m'appelais dramatique. Chaque fois que je me suis présenté pour eux et ils se sont présentés pour quelqu'un d'autre. La dernière tentative de Célia était une messagerie vocale. Sa voix était petite, comme elle avait encore 13 ans. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je pensais que tu reviendrais. Sa voix s'est brisée. Vous êtes toujours revenu. Elle avait raison. Je l'ai fait. Je suis toujours revenu. Après les combats, après le silence, après avoir été oublié, je suis revenu encore et encore, en espérant que quelque chose changerait. Jusqu'à ce que je ne le fasse pas. Jusqu'à ce que je ne puisse pas, je garde toujours sa lettre, pas hors d'espoir, mais le souvenir. Cela me rappelle la ligne que j'ai franchie, où l'amour ne ressemblait plus à l'amour, juste l'attente enveloppée dans la culpabilité. Je le garde pour me rappeler que revenir en arrière signifie mourir au ralenti. Et je n'ai pas l'intention de mourir à nouveau. Pas pendant 78 secondes. Pas pour un. Les gens pensent que la paix est bruyante. Que ce soit une grande décision avec la fanfare et les bannières. Mais ce n'est pas le cas. La paix est lente, calme. Cela vient lorsque vous cessez enfin de vous disputer avec des gens qui refusent d'écouter. Lorsque vous arrêtez d'essayer de gagner de l'amour, cela aurait dû être donné librement. Le jour où je me tenais sur la plage et regardais la marée se dérouler. J'ai compté 78 secondes à haute voix. Un pour chaque seconde, j'étais parti. À la fin, j'ai souri. Non pas parce que j'en avais un, mais parce que j'avais finalement cessé de me perdre. Ils disent que la mort vous change. Je dis que cela vous clarifie. Et maintenant je n'existe pas seulement. Maintenant je vis.